Buenos dias tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, petite dédicace à la plèbe qui m'a rencontré à Lyon sur le Plouf. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Merci à vous de vous être abonnés, ça fait plaisir, ça augmente un peu la pression, mais c'est pas grave, ça augmente aussi les vues. Bienvenue à vous sur la chaîne, et puis c'est parti pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Avez-vous déjà entendu parler de l'accident de Damascus aux États-Unis? Un missile balistique intercontinental surnommé Titan II est chargé d'une tête nucléaire de 9 mégatonnes qui a explosé et a projeté son ogive nucléaire au plein milieu de la campagne de l'Arkansas. Je pense que non, vous en avez jamais entendu parler, mais c'est pas grave, maintenant que vous avez cliqué, vous restez là et je vais vous raconter ça, vous allez voir, c'est une histoire de malade. La bombe qui était rattachée à ce missile était 600 fois plus puissante que la bombe qui a explosé à Hiroshima en 1945. Cette bombe serait capable de rayer un État des États-Unis en une poignée de secondes. Si, aujourd'hui, une telle bombe explosait à Washington DC, il y aurait instantanément plus de 3 millions de morts et pas loin de 3 millions de blessés. Washington disparaîtrait de la carte, la moitié de la population de New York succomberait des radiations, et il y aurait des retombées radioactives jusqu'au Massachusetts, situé à 1000 km du point d'impact. Pour vous situer, 1000 km, c'est la distance qui sépare Marseille et Munich en Allemagne. Eh bien, un drame d'une telle envergure aurait pu devenir réalité le 19 septembre 1980, lorsque l'on a donné la responsabilité à deux jeunes hommes de 19 et 21 ans de s'occuper de la maintenance d'un missile nucléaire avec des outils non adaptés. Il est vendredi et la semaine touche doucement à sa fin sur la base militaire de Damascus, parmi les collines verdoyantes et les fermes, comme perdu dans un coin rural de l'Arkansas. Ce haut lieu de défense stratégique américaine semble glisser lentement vers un week-end tant attendu. David Powell, 21 ans, et son collègue de 19 ans, Jeffrey Plumb, entament leur 12e heure de la journée et sûrement la dernière de la semaine avant un week-end bien mérité. Mais avant ça, ils ont pour ordre d'aller s'occuper de la maintenance de l'une des fusées du site. Un petit souci de pression sur le missile intercontinental 347-7. Rien d'alarmant, c'est une mission de routine pour les deux. Arrivés sur le missile, ils s'emparent d'une impressionnante clé à douille. Ce qu'ils ont à faire n'est pas compliqué. C'est un geste banal que les jeunes soldats ont déjà réalisé des centaines de fois. Mais ce 18 septembre 1980, un infime détail fait basculer cette opération habituelle dans un drame sans précédent. Après de longues et spécifiques procédures de sécurité et 9 portes anti-souffle de plusieurs tonnes plus tard, les deux jeunes hommes arrivent au centre de contrôle de lancement du missile, où est également disposé tout le matériel nécessaire pour l'entretien de ce dernier. David Powell confie: « Quand on prenait notre poste, on était responsable du missile jusqu'à l'arrivée de l'équipe de relève. En cas d'attaque russe, il fallait exécuter l'ordre de lancement du missile. On devait être prêt à rayer de la carte toute une civilisation. C'est le principe même de la dissuasion. Mais la dissuasion ne fonctionne que si on prouve qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Chacun devait pouvoir être prêt à actionner le bouton et tuer plusieurs millions de personnes d'un coup. » Arrivés au niveau du centre de contrôle de lancement, 30 mètres sous terre, les militaires sont alors au pied du missile. À une vingtaine de mètres au-dessus de leur tête, il y a l'ogive nucléaire prête à jaillir du sol. Les militaires n'ont qu'à tourner quelques clés et le missile de 150 tonnes jaillirait de son silo pour rejoindre la stratosphère et aller frapper sa cible à des milliers de kilomètres de là. Il y a deux réservoirs dans ce missile, un réservoir pour le combustible et un réservoir pour le comburant. Si par malheur les gaz contenus dans ces réservoirs étaient amenés à se mélanger, c'est l'explosion assurée du missile et un gros flou autour du devenir de la charge nucléaire. Il existe une équipe spécialisée dans la maintenance de ces deux réservoirs, c'est l'équipe PTS dont font partie Jeffrey Plumb et David Powell. Il est 18 h et Jeffrey Plumb, 19 ans, toujours en formation, et son collègue David Powell, 21 ans, à peine majeur, arrivent au niveau du centre de contrôle de lancement du missile 30 mètres sous terre. Là, ils constatent qu'ils ont oublié un outil dans leur véhicule, une clé dynanométrique indispensable pour réaliser la maintenance qu'ils s'apprêtent à faire.
Mais il est déjà 18 h et la procédure est tellement longue et tellement procédurale pour rejoindre le centre de contrôle de lancement que l'ordre est donné d'utiliser une autre clé. Une clé à cliquet déjà présente dans la salle de contrôle. Après tout, on parle que de la maintenance d'un missile nucléaire, pourquoi ne pas s'essayer à de nouvelles choses? Donc Jeffrey Plum récupère sa nouvelle clé et les deux rejoignent une nacelle pour aller travailler au sommet du missile. À 18 h 30, les deux techniciens arrivent au sommet du missile, au plus proche de l'ogive nucléaire, là où se situe l'un des deux réservoirs. Et là, tenez-vous bien, ils entament la 12e heure de leur journée et la 60e de la semaine. Les deux sortent alors leurs outils et commencent à faire ce qu'ils ont à faire. La mission est de déboulonner une douille vissée sur le missile. Jeffrey Plum tente tant bien que mal de clipser sa nouvelle clé sur la douille du missile et finit par réussir à l'emboîter. Cependant, il n'arrive pas à la verrouiller et ce détail sera le plus important de sa vie. Une fois clipsé, il dévisse alors la douille et demande à son collègue Jeffrey Plum, 19 ans je le rappelle, de venir récupérer la douille au bout de la clé. Jeffrey écoute son supérieur et s'exécute. Il va pour tendre ses mains et récupérer la douille au bout de la clé, mais cette dernière, qui je le rappelle n'ayant pas été verrouillée à cette fameuse clé, se détache avant qu'il puisse s'en emparer. La douille va alors tomber, comme par hasard évidemment, pile dans la fente située entre la nacelle où travaillent les deux techniciens et la fusée. Elle va alors entamer une chute de 30 mètres le long du missile nucléaire. Donc voilà, c'est terrible pour les deux, ils ne peuvent absolument rien faire à part retenir leur souffle. Ils savent également très bien ce qu'il y a en bas de ces 30 mètres. Il y a le fameux deuxième réservoir, le réservoir de combustible de l'arme nucléaire. À ce moment, ils en sont conscients, ils sont aux prémices d'un drame absolu et potentiellement inégalé dans l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas une belle manière de clôturer une semaine de 60 heures pour les deux jeunes hommes? Jeffrey raconte: « Je la vois tomber au ralenti, une trentaine de mètres, ça dure une éternité. Elle finit par rebondir sur le bâti de poussée qui permet la propulsion du missile, puis vient s'écraser contre le réservoir, et du combustible se met à jaillir du missile. On s'est alors regardé avec mon collègue du genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On était en état de choc. C'était comme voir l'aile de son avion se détacher en plein vol. » Dans la salle de contrôle, à quelques mètres du pied du missile où vient d'avoir eu lieu la collision, une sirène retentit. Puis, c'est tous les voyants rouges des pupitres de la salle de contrôle qui se mettent à clignoter en rouge. Là, ils le sentent à leur tour. Les salariés de la salle de contrôle se disent que quelque chose ne va pas. Le commandant, inquiet, prend son talkie-walkie et interpelle ses deux camarades en haut de la fusée. David décroche et répond qu'il y a effectivement un problème et que de la fumée s'échappe du missile. Là, je pense à tous les gens qui culpabilisent parce qu'ils ont fait une connerie au taf. À l'avenir, pensez à ces deux jeunes hommes qui ont perforé un missile nucléaire. Voilà, ça vous fera au moins relativiser. Nos deux chers protagonistes, David et Jeffrey, rejoignent alors la salle de contrôle et expliquent à leur chef ce qui s'est passé. Ils sont malheureusement formels, ce n'est pas de la simple fumée qui s'échappe du missile, mais bien du combustible. Tout le monde dans la salle est sidéré, tout le monde le sait, si le missile se vide de son combustible, alors ce dernier s'écroulera sur lui-même et explosera. L'accident s'est produit il y a déjà 30 minutes et la situation est hors de contrôle. Le candidat à la présidentielle et futur président des États-Unis, Bill Clinton, est en convention démocrate à Hot Springs, accompagné du vice-président américain de l'époque. Clinton, étant lui-même originaire de l'État de l'Arkansas, profite de son retour en terre natale, voilà, pour prendre quelques bains de foule, se faire kiffer, il a bien raison, et du coup être au plus proche de ses plus fidèles électeurs. La soirée ici commence tout juste, et tout le monde est à mille lieues de s'imaginer l'apocalypse nucléaire qui se profile à moins de 100 km de là. Skip Rutherford, assistant d'un sénateur qui loge tout près de la convention de Bill Clinton, reçoit alors un appel d'un des militaires de la base nucléaire de Damascus. Ce dernier, à l'autre bout du fil, l'informe de la situation chaotique sur le site. Je suis allé à la fenêtre du salon. On était encore à l'heure d'été, il ne faisait pas tout à fait nuit. Je regardais les enfants s'amuser dans leur jardin. Les gens promenaient leurs chiens dans la rue. Il y avait la convention de Clinton à même pas 2 pâtés de maison d'ici. Qu'est-ce que je devais faire? Courir dans la rue en criant qu'une bombe nucléaire allait exploser? Prendre ma voiture avec ma famille et fuir? J'étais tétanisé.
Sid Kidd, directeur de la radio locale, attend bien patiemment dans son studio avant de prendre l'antenne. C'est alors qu'il capte sur sa fréquence un échange étonnant de la police. On a une fuite de produits chimiques dans le silo du Titan 2. Sans hésitation, il abandonne tout, il court à son véhicule et trace vers la base militaire de Damascus. Voilà, qu'est-ce que certains ne feraient pas pour du buzz. Il arrive sur la base en même temps que le shérif de la ville et sont alors accueillis par 2 militaires. Le shérif leur pose une très simple question, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ou non? Et doivent-ils faire évacuer la population? La réponse des militaires est claire, précise et concise. Oh non monsieur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout est sous contrôle. Le shérif sent que la situation n'est pas autant sous contrôle que ce qu'on essaie de leur faire croire et se décide alors de prendre la parole devant tous les médias venus sur place. Il dit qu'il ne sait pas à quel point les faits sont graves, mais que par précaution, il valait mieux s'éloigner un peu du site. Pour autant, il dit aussi qu'il ne sert à rien de faire flipper tous les habitants et demande alors aux médias de ne pas diffuser d'infos qui pourraient faire peur aux populations. Ici, le climat est tout autre et bien plus alarmiste que le discours du shérif en surface. Et pour cause, l'ordre est donné à tous les militaires qui travaillent sur le lancement du missile de quitter immédiatement leur poste. Un ordre qui résonne comme l'annonce de la fin du monde pour l'équipe de contrôle. Abandonner le site, c'est sous-entendre qu'il n'y a plus de solution et qu'il n'en reste plus qu'à fuir avant l'apocalypse nucléaire. Finalement, quelques minutes plus tard, la supervision se ravise et propose sur la base du volontariat à tous les membres de l'équipe PTS en fonction et en réserve de retourner sur le centre de contrôle de lancement du missile et de tenter par tous les moyens, presque en vain, d'éviter l'explosion. Sérieusement, qui aurait envie de se porter volontaire pour ce genre de mission? Eh bien écoutez, toute l'équipe s'est portée volontaire et tout le monde y est allé. Sauf qu'étant donné que l'ordre donné juste avant était que tout le monde quitte le centre de contrôle, désormais le seul moyen d'y accéder, c'est de forcer les 9 portes qui permettent d'y aller. Mais là on ne parle pas de défoncer la porte des toilettes, on parle de 9 portes anti-souffle de plusieurs tonnes. Bref, une fois arrivés là-bas, ils doivent mesurer toutes les pressions et tenter par tous les moyens de colmater la fuite. Beaucoup trouvent le plan complètement délirant, mais c'est ce qui est décidé par les chefs de l'équipe et les volontaires s'activent alors sans broncher. Par je ne sais quel miracle, ils arrivent à passer toutes les portes et alors ils se mettent à mesurer la concentration de combustible qui s'est échappée dans l'air. Ils se rendent compte que la pression est tellement élevée qu'elle pourrait faire fondre leur combinaison et que la moindre étincelle pourrait tout faire péter. Dites-vous que la vapeur est si dense qu'ils ne voient même pas les néons sur les pupitres qui sont juste devant eux. Alors que l'un des binômes de l'équipe PTS est en train de travailler sur la brèche, ce qui malheureusement devait finir par arriver arriva. La pression dans le réservoir de la fusée est si basse que le missile s'écroule sur lui-même. Combustible et comburant se mélangent alors et le missile nucléaire explose. À 100 km de là, le commandant ne reçoit plus de communication de son équipe sur place. Il commence alors à s'inquiéter et insiste pour qu'on lui réponde, mais malheureusement rien. Il témoigne. J'ai toujours entendu dire qu'en cas d'explosion nucléaire, les communications étaient entièrement coupées. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit il y a eu une explosion nucléaire et l'onde de choc va bientôt nous rafler. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. Mais aussi surréaliste que cela puisse paraître, il semble que tous les gens sur le site nucléaire aient survécu à l'explosion. Les gens sont drogués, se relèvent, essaient de s'entraider les uns les autres. Personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Les gens sur place prennent conscience qu'ils sont des miraculés tout simplement et commencent à sonder l'hypothèse que la charge nucléaire associée au missile n'a tout simplement pas explosé. Mais s'il n'y avait pas eu d'explosion nucléaire, alors qu'est-ce qui est devenu la bombe de 9 mégatonnes qui était rattachée à ce missile? Pourquoi celle-ci n'avait-elle pas explosé? Les gens sur place et même les militaires qui travaillent sur ce missile commencent même à se demander s'il y avait réellement une ogive nucléaire rattachée au missile. Mais bon, à l'instant T, personne pense à ça, tout le monde est en état de choc, ils pensent qu'ils ont survécu à une explosion nucléaire, voilà, c'est un drame absolu. C'est limite s'il y en a qui pensent qu'ils sont pas déjà morts en fait. Bref, les gens se relèvent tant bien que mal, ils essaient de s'entraider les uns les autres. Et c'est Sid Kidd, rappelez-vous, le directeur régional de la radio, qui lui, quand il sentait que ça commençait à vraiment sentir le roussi autour du missile, voilà, il était un peu plus intelligent que les autres, il s'est vraiment éloigné du site. Et lui, il est dans sa voiture et il capte une nouvelle fois des informations de l'armée sur sa fréquence.
L'armée qui, suite à cet accident, se sent quand même un petit peu responsable, a pour ordre de rester extrêmement évasive dans ses communications parce qu'elle le sait, elle est sans doute écoutée. Et elle a bien raison, il y a SeedKid qui est pas bien loin, voilà, qui écoute tout. SeedKid arrête pas d'entendre parler d'une certaine unité qui reste totalement introuvable et c'est comme ça qu'il comprend qu'ils ont perdu la bombe nucléaire suite à l'explosion du missile. Et voici un des échanges captés quelques heures après l'explosion. Ici le colonel. L'équipe a trouvé l'unité et rentre à la base faire son rapport. D'accord, ici le poste de commande. De quelle unité parlez-vous? Ne parlons pas de ça ici. Elle est tombée dans un fossé près d'une route, et pas à côté. Mais moi je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, lorsque le missile s'est écroulé sur lui-même et a explosé, il a propulsé son ogive nucléaire dans les airs. Cette dernière qui, malgré les secousses de l'explosion et sa chute de plusieurs centaines de mètres, n'a miraculeusement pas déclenché sa réaction en chaîne atomique. Et elle s'est en fait tout simplement écrasée sur une route à plus de 200 mètres de son site de lancement. Les ingénieurs sont mis au courant de la situation et sont dépêchés sur place immédiatement. Ces derniers sont très inquiets car la charge n'a peut-être pas explosé, mais son système s'est peut-être activé, prêt pour la mise à feu d'un moment à l'autre. Après expertise de la bombe, les spécialistes ont établi qu'aucune source d'énergie de mise à feu ne s'était activée suite à l'accident. La charge nucléaire est donc intacte et le risque d'explosion est nul. C'est un deuxième miracle lorsqu'on voit tous les dégâts qu'a subi la bombe au moment de l'explosion du missile. Et voilà pour l'accident nucléaire de Damascus aux États-Unis. Au-delà du fait que cet accident aurait pu coûter la vie à des millions de personnes, quel serait le visage de nos sociétés occidentales aujourd'hui si la bombe avait explosé? En effet, si un tel drame avait touché les États-Unis à cette époque, le rapport de force entre le bloc soviétique et les États-Unis se serait inévitablement et sérieusement creusé dans cette guerre des nerfs pour laisser un avantage certain aux Russes. Parlerions-nous aujourd'hui dans les livres d'histoire de la chute du bloc soviétique ou alors de la chute des États-Unis? Et même pour nous reconnecter au présent, à quoi ressemblerait notre quotidien aujourd'hui en France si les Américains n'avaient pas pu diffuser leur idéologie à l'Europe et au reste du monde? Et voilà comment une simple clé à molette aurait tout simplement pu changer le cours de l'histoire et même notre présent actuel. Cependant, réduire cet accident à une simple maladresse humaine serait bien réducteur. Des sites aussi sensibles devraient-ils pouvoir être mis en danger aussi facilement? Des ouvriers devraient-ils travailler plus de 60 heures par semaine et 12 heures par jour sur des missiles capables d'entraîner l'extinction de l'humanité? Et enfin, un stagiaire de 19 ans devrait-il avoir la responsabilité de s'occuper d'une ogive nucléaire avec des outils non homologués? Malgré des rapports gouvernementaux et militaires qui prônent l'erreur humaine, cet accident ne devrait-il pas plutôt tirer son origine d'un système entier défectueux plutôt que d'une simple maladresse humaine? Au final, un seul homme succomba suite à cet accident. Il s'agit de David Livingstone, un membre de l'équipe PTS qui travaillait sur le missile au moment de son explosion. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé qu'elle m'aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si c'est pas le cas, mettez un like quand même. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien et ciao.